Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de Hunter x Hunter et tout particulièrement du personnage de Chrollo Lucilfer, le mystérieux chef de l'organisation criminelle la plus puissante du monde d'Hunter x Hunter, c'est-à-dire la Brigade Fantôme, comme chacun sait. Chrollo est un homme mystérieux, très intelligent et dangereux, à l'image du personnage d'Hisoka, dont on avait déjà parlé dans une précédente vidéo. Cette vidéo est d'ailleurs la troisième que je fais sur un personnage de Yoshihiro Togashi, dont je vous conseille évidemment le visionnage. Cette vidéo ne sera donc pas bien différente des précédentes, dans le sens où elle sera centrée sur la moralité du personnage de Chrollo, afin de voir s'il s'agit d'un méchant de shonen de base comme tant d'autres, ou s'il est plus complexe qu'il n'y paraît. Évidemment, pour ceux qui ont l'habitude des méchants écrits par Yoshihiro Togashi, eh bien, vous connaissez déjà la réponse. Alors, commençons par définir la personnalité du personnage de Chrollo, et rien qu'avec ça, on a du boulot. Alors, Chrollo Lucilfer, mais c'est qui ? Déjà, avant toute chose, c'est un homme calme, intelligent et charismatique. Il semble être un chef né, capable de maintenir l'unité de la Brigade Fantôme malgré les personnalités volatiles qui la composent. De plus, il est un stratège compétent, très compétent même, et c'est compliqué de le prendre par surprise. Il est d'ailleurs toujours accompagné d'au moins 2 membres de la brigade, c'est pourquoi Hisoka était incapable, à l'époque de l'arc York City, de le combattre seul à seul. Les seules personnes dont Chrollo semble se soucier sont ses collègues de la Brigade Fantôme. On le voit notamment lorsque Chrollo lit la prophétie de Néon qui prédit la mort du Bogin, et qu'il se met soudainement à pleurer pour lui. C'est vraiment durant cette scène qu'on comprend direct que Chrollo n'est pas un grand méchant ordinaire, c'est pas le type de salopard, espèce de grand méchant assez cliché, qui va sacrifier ses subalternes afin d'arriver à ses objectifs personnels. Non, Chrollo est un peu plus profond que ça. Plus tard, il orchestrera un massacre des membres de la mafia en guise de requiem pour son camarade tombé au combat. En outre, il n'a aucune appréhension vis-à-vis de sa propre mort. D'ailleurs, le personnage de Melody / Senritsu en VO, qui est capable de percevoir la mélodie intérieure des gens, a déclaré que le battement du cœur de Chrollo donnait l'impression qu'il était heureux de vivre aux côtés de la mort et qu'il l'appelait de ses vœux. Elle en sera d'ailleurs totalement terrifiée, c'est pour dire l'aura vraiment sinistre du bonhomme qui est Chrollo Lucilfer. Pour tout vous dire, cette scène n'est pas sans rappeler une scène très similaire, présente dans Yu Yu Hakusho, où un mec qui avait la capacité de lire dans les pensées s'est mis justement à se pisser dessus lorsqu'il fait la rencontre d'un des plus grands méchants de ce manga, j'ai nommé Sensui Shinobu, et dont les pensées se résumaient à penser à toutes les tombes qu'il devra creuser pour y enterrer la totalité de l'humanité après qu'il l'ait exterminée. Vous l'avez compris, l'ADN du personnage de Chrollo est assez similaire à celle de Shinobu Sensui, d'ailleurs ils se ressemblent même au niveau de leur design, mais on aura l'occasion d'en reparler au cours de la vidéo. Pour Chrollo, la Brigade Fantôme est plus importante que sa propre vie, et il a une fois insisté lors d'une réunion de groupe sur le fait que la survie du groupe passe avant le bien-être de son leader, c'est-à-dire lui. Pour le paraphraser, la tête de l'araignée n'est qu'un membre supplémentaire qui peut être sacrifié pour la survie de l'araignée elle-même. Mais cette affection envers ses collègues n'empêche en rien Chrollo d'être un homme au sang froid, glacé même, qui n'est pas au-dessus des meurtres de masse, car lui et tous les membres de sa brigade, à l'exception peut-être de Bono Lenov, commettent ces crimes avec désinvolture, sans remords, et d'ailleurs, le meilleur exemple étant le massacre du clan Kuruta, donc le clan de Kurapika, où non seulement lui et la brigade ont tué des gens sans distinction d'âge, de sexe ou de ce que vous voulez, mais ils l'ont fait uniquement pour obtenir leurs yeux écarlats. Il existe également une hostilité implicite entre Chrollo et Silva Zoldyck, donc le père de Killua, probablement dû à leur précédente rencontre après le meurtre d'un membre de la brigade par Silva, ce qui symbolise bien la contradiction interne de Chrollo entre son amour pour les membres de sa brigade et son indifférence totale envers le sort du reste de l'humanité. Tout en Chrollo est contradictoire et c'est justement ça qui le rend si intéressant. Chrollo est pour cause un chef bienveillant, comme je l'ai déjà dit, mais il cause des quantités incroyables de conflits et de destruction autour de lui. Il a une vision nihiliste de tout, mais porte un livre avec lui comme une bible. Il est constamment en première ligne dans les combats et semble appeler la mort de ses vœux, mais en même temps, il est très difficile à tuer et possède une sélection de pouvoir bien au-delà de ceux de quiconque. Et puis il y a son nom, qui est évidemment une référence à Lucifer, comme s'il est un ange de lumière qui était autrefois un être décent, mais qui est maintenant devenu corrompu et purement maléfique, malgré sa façade angélique. Lorsque Gon lui demande comment la Brigade Fantôme peut tuer avec autant de désinvolture des personnes qui n'ont rien fait pour mériter cela, Chrollo est véritablement déconcerté et réfléchit profondément, comme s'il n'avait jamais réfléchi à la raison pour laquelle il a commis des meurtres de masse jusqu'à présent. Il se dit même que la réponse à cette question est peut-être la clé pour se comprendre lui-même, mais il ne trouve rien à rétorquer à Gon. Les intentions de Chrollo sont particulièrement difficiles à définir. Lorsqu'on l'interroge à ce sujet, il déclare carrément qu'il ne sait pas ou qu'il n'y a jamais vraiment réfléchi, qu'il fait simplement ce qu'il fait parce qu'il le peut. Voilà, un peu à la Johann Liebert de Monster. D'ailleurs, personnage que j'ai déjà taclé dans une précédente vidéo. Voilà.
pour ceux qui sont intéressés. En tout cas, voilà, Chrollo hésite à se battre à pleine capacité, même s'il le pourrait ou le devrait. Il fait voler par la brigade fantôme des objets incroyablement bien protégés, pour ensuite s'enlacer et les vendre, même s'il n'a pas besoin de l'argent, et parfois même les voler de nouveau plus tard. Et il ne se soucie pas de mourir le jour suivant, mais ça vous le savez. Donc voilà, Chrollo, sous ses apports de patron assez sympa, a un réel manque d'empathie, comme on pouvait d'ailleurs s'y attendre de la part d'un nihiliste. Mais ce qui est étonnant, c'est que cela s'applique aussi à son point de vue sur le reste de la brigade. Après avoir été capturé par Kurapika vers la fin de l'arc Yorkshire City, Chrollo reste convaincu qu'aucun membre de la brigade ne serait prêt à faire un marché avec lui, car aucune jambe de l'araignée n'est plus importante que le corps de l'araignée elle-même. Montrer à quel point Chrollo, malgré ses abords de leader charismatique et individualiste, ne se considère pas comme étant particulièrement important, et même pas du tout. C'est vraiment très intéressant de voir un grand méchant qui a aussi peu d'ego. Je trouve ça vraiment génial de la part de Togashi. En tout cas, Chrollo sous-estime complètement la valeur que le reste de la brigade lui accorde en tant que chef. Cependant, et malgré cela, il a versé des larmes après avoir confirmé la mort d'Ubo, Uvogin, enfin il y a un V mais ça se prononce comme un B, donc Ubo on va dire, voilà. Comme je l'ai déjà dit, et était clairement dévasté après qu'Hisoka ait tué Kurotopi et Shalnark. Et si on revient encore une fois à la mort d'Ubo, des larmes ont commencé à couler de ses yeux quand il a appris sa mort, sans même qu'il ne s'en rende compte. C'est particulièrement choquant et étrange si l'on considère que Nobunaga, le meilleur pote d'Ubo, est également membre de la brigade fantôme, a réagi de la même manière. Et pour être tout à fait honnête, c'est cette scène qui m'a fait comprendre, comme je l'ai déjà dit un peu plus tôt dans la vidéo, pour la première fois que Chrollo Lucifer était un personnage d'envergure et pas juste un méchant de base qui considère ses hommes comme des pions jetables. D'ailleurs, j'ai toujours détesté quand, dans les films, on nous montre le grand méchant tuer ses propres hommes, afin que le spectateur comprenne que oui, le méchant est très méchant. C'est juste paresseux et pas intéressant. Et Togashi a bien heureusement évité cet écueil avec Chrollo. Ce qui n'est pas étonnant venant de Togashi, qui, je le rappelle, a également créé le très complexe Toguro, personnage que j'ai déjà traité sur ma chaîne par ailleurs, encore une fois. Comme je l'ai dit, Chrollo est un boss bienveillant, quelqu'un de maléfique certes, mais il n'en reste pas moins sympa à l'égard de ses frères d'armes. Il ne se soucie peut-être pas de la vie des autres innocents, en tout cas des innocents, j'ai envie de dire les autres innocents, comme si les membres de la brigade fantôme étaient innocents. Bref, je reprends ma phrase. Il ne se soucie peut-être pas de la vie des innocents, en tout cas de toute personne extérieure à son groupe, ça c'est un peu mieux je pense, plus clair en tout cas, mais il est sincèrement ami avec tous les membres de son groupe et ils le suivent tous volontiers. Personne n'est forcé dans la brigade fantôme à suivre Chrollo. Tout le monde croit en lui en fait. Voilà. C'est au point que certains membres sont prêts à lui donner leur capacité de naine lorsqu'il en a besoin pour certaines tâches, et d'ailleurs lui-même est prêt à le leur rendre lorsqu'ils en ont besoin. Donc sur ça, il y a la limite, on peut dire qu'il y a une relation de confiance totale entre Chrollo et les membres de sa brigade. Donc, pour résumer, Chrollo est l'incarnation la plus littérale d'un des plus gros thèmes du manga d'Hunter x Hunter, c'est-à-dire la myopie morale. Comme je l'ai dit, c'est un thème de la série dans son ensemble, mais qui s'applique particulièrement à Chrollo. Il est parfaitement ok avec le meurtre de dizaines de passants innocents, mais sacrifierait le monde entier pour protéger sa propre équipe et ses amis. Surtout après son développement de personnage qui survient après l'arc Yorkshire City. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de la personnalité de Chrollo, eh bien, je pense qu'il est temps quand même de parler de la puissance colossale de cet enfoiré. Parce que Chrollo, c'est quand même un sacré daron, on va pas se mytho. Bon voilà, Chrollo a beau être un mec sympa avec ses hommes, en réalité, l'une des raisons les plus importantes du respect que tous les membres de la brigade fantôme ont pour Chrollo, eh bien, ça vient quand même de sa puissance pure. Il est de loin le membre le plus dangereux de la brigade fantôme, et j'ai envie de dire, c'est beaucoup dire, parce que au vu des putains de darons qu'il y a dans la brigade fantôme, réaliser que Chrollo c'est le plus fort, ça veut dire que vraiment le mec, c'est un client quoi, voilà. Son immense intelligence combinée à ses capacités de naine incroyablement flexibles font de lui un adversaire extrêmement difficile à affronter lors d'un combat sérieux, car il peut et va utiliser tout son arsenal pour construire des scénarios de combat élaborés qui ne laissent aucune ouverture à ses adversaires, comme ils étaient piégés dans une toile d'araignée. J'ai envie de dire, c'est logique. Outre ses talents de combattant, il est également très charismatique, ça je l'ai déjà dit, leader né, bon, vous savez, et aucun membre de la brigade n'a jamais remis en cause son autorité, en tout cas, pas qu'on sache. Chrollo ne peut conserver ses pouvoirs de naine qu'il a volés que si la personne à qui il les a volés est encore en vie. Pour cette raison, lorsqu'il rencontre une personne dotée d'un pouvoir qu'il désire, il ne la combat jamais pour la tuer, et ne laisse aucun des autres membres de la brigade la tuer non plus. Cependant plus tard, après son entraînement secret, il découvre que certaines de ses capacités peuvent faire exception à la règle,
car certaines d'entre elles restent actives même après la mort de son propriétaire de base. Chrollo suppose que, selon la capacité et la personne à qui il l'a volé, la capacité elle-même pourrait devenir un exemple de naine devenant plus fort après la mort. Un concept qui se rapproche d'ailleurs du Zenkai Boost de DBZ et qu'on retrouve plusieurs fois dans Hunter x Hunter avec Hisoka par exemple. Voilà, bon, sans vouloir spoiler d'ailleurs. On retrouve d'ailleurs ce concept de ki ou énergie ou Reiatsu, ce que vous voulez, bref, d'énergie qui devient plus forte après la mort dans Shaman King, soit dit en passant. Je sais pas si vous vous rappelez du personnage de Jeanne qui était complètement pétaxe, complètement surdosax, qui passait son temps à se tuer pour se ressusciter afin de tripler, quadrupler, quintupler son énergie spirituelle ou je sais pas quoi. Voilà. D'ailleurs, il faut aussi dire que après s'être libéré de la chaîne de Kurapika, Chrollo n'a pas seulement volé une variété de nouveaux pouvoirs, y compris ceux de certains de ses subordonnés, mais il a également développé une nouvelle capacité qui couvre la plupart des faiblesses de son pouvoir de naine d'origine, le rendant incroyablement plus polyvalent et efficace au combat au prix d'imposer plus de limites encore à ses capacités. En gros, Chrollo est à présent plus surdosax que jamais, mais c'est surtout parce qu'il est extrêmement rusé et qu'il contourne les énormes limitations de ses pouvoirs. Parce que maintenant, évidemment, je pense que vous l'avez vu récemment dans Hunter x Hunter, Chrollo est capable maintenant d'utiliser 2 pouvoirs en même temps et de les fusionner. Le mec c'est barbe noire. C'est d'ailleurs ce qui rend les combats de Hunter x Hunter super intéressants. C'est bien souvent des combats basés sur le mind game à la JoJo's. Rien à voir avec le concours de transformation débile de Dragon Ball Super, ou alors les coups secrets totalement pétés qui sortent de nulle part, comme dans Bleach. Voilà. Les combats de Hunter x Hunter, c'est quand même le haut du panier dans les shonen. Voilà. Je pense qu'on peut dire que entre Hunter x Hunter et JoJo's, on est quand même bien servi. Passons maintenant à une autre facette du personnage de Chrollo, c'est-à-dire les allusions bibliques qui tournent autour de lui. Alors, Chrollo est un personnage autour duquel tournent des allusions bibliques très claires, en plus de son nom complet qui est, comme je l'ai dit, Chrollo Lucifer, très proche de Lucifer. Bon. Pour moi, le symbole de la croix renversée que l'on peut voir sur son manteau représente la dualité de Chrollo. D'une part, c'est une référence à l'histoire de Saint-Pierre qui a été condamné à une crucifixion et a demandé être crucifié à l'envers, qu'il ne se considérait pas digne de mourir comme Jésus. Cela représenterait la modestie de la personnalité de Chrollo, voilà, car la chose la plus importante pour lui est la survie de l'araignée, de la brigade fantôme, avant même son bien-être et même sa propre vie, on en a déjà parlé. Et bien que nous puissions également voir comme un symbole de l'antéchrist en le reliant à son nom, Lucifer, vous savez, en raison aussi de sa personnalité manipulatrice et de ses grandes capacités d'acteur. Chrollo est un homme dogmatique, qui accepte le destin tel qu'il est et s'en satisfait parfaitement. On peut voir cela, d'ailleurs, lors de son combat légendaire contre Hisoka, quand Chrollo dit à Hisoka pendant leur combat qu'il est complètement convaincu de sa victoire et que le clown n'a maintenant plus aucune chance de l'emporter. Pourtant, Hisoka refuse de se rendre, ce qui rend Chrollo fasciné par la complexité de la nature humaine et par tous ceux qui tentent d'échapper à l'inévitable alors que c'est voué à l'échec. Échapper à l'inévitable est une chose à laquelle nous aspirons tous et Chrollo lui-même, malgré son côté dogmatique, a essayé de s'en dérober, comme dans l'arc Yorkshin City où il récupère les pouvoirs de prémonition de Néon Nostrad. L'on pourrait dire que par son amour de la lecture et des livres classiques, que Chrollo est quelqu'un de philosophe qui cherche des réponses aux grandes questions existentielles et donc forcément l'existence du destin et la possibilité de lutter contre l'inévitable. Son propre destin est quelque chose qui le préoccupe certes, mais c'est pas vraiment le fait de mourir qui l'inquiète, mais c'est ce qui va lui arriver de manière un peu curieuse. Et s'il peut faire quelque chose pour y changer quelque chose, comme je l'ai dit, par curiosité intellectuelle limite. Ses conversations avec Néon contribuent grandement au développement du personnage de Chrollo et de ses pensées. Nous ne savons pas si les prédictions de Néon sont toujours exactes ou non, mais cela est crucial pour Chrollo en tant que personnage. Maintenant, passons à quelque chose que certains d'entre vous attendaient avec impatience, la comparaison avec Sensui. J'avais effectivement dit qu'un jour, je ferai une petite comparaison entre Sensui et Chrollo, et certains d'entre vous d'ailleurs m'ont rappelé que j'avais fait cette promesse, et donc, écoutez, je suis un homme de parole, donc c'est parti. Alors, comparons les deux personnages, et je veux tout de suite commencer en disant qu'une des choses que j'aime en même temps chez Chrollo et chez Sensui, c'est leur lutte d'identité, tout au long des arcs dans lesquels ils sont introduits. Les différentes personnalités de Sensui, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, un schizophrène tellement taré qu'il pourrait faire rougir James McAvoy dans Split. Il faut savoir que Sensui a 7 personnalités différentes. Donc toutes ces personnalités, tout au long du Yu Hakusho, me rappellent tellement la relation de Chrollo avec les membres de la brigade. J'en ai presque drôle. D'une certaine manière, chaque membre de la brigade fantôme représente une facette de la personnalité de Chrollo, en fait. Voilà, donc il y a un petit parallèle, je trouve, entre Chrollo et Sensui, rien qu'avec ça. De plus, Chrollo a de commun avec Sensui que tous les deux sont d'une pureté assez désarmante, pour des tueurs sans pitié en tout cas. De plus, tout comme Chrollo, qui est capable d'être très humain avec ses partenaires et sanguinaire avec le reste de l'humanité, Sensui est un tueur de masse, sans foi ni loi vis-à-vis de ses congénères humains, mais il se comporte avec une très grande gentillesse et une prévenance absolument extraordinaire avec les démons. Voilà. Et donc on voit effectivement cette espèce de contradiction complètement intenable qui est présente en même temps chez Chrollo et en même temps chez Sensui, entre la pureté
total d'un côté et le côté tueur de masse de l'autre. Voilà. Et il est certain que la brigade fantôme porte en elle des thèmes qui viennent de Yu Yu Hakusho. Je pense que la brigade de Chrollo est un équivalent des 7 personnalités de Sensui, je l'ai déjà dit. Chrollo, sans identité de naissance, ayant été abandonné bébé, a comme formé des personnalités alternatives au travers des membres de sa brigade. Et peut-être que ça explique un peu pourquoi Chrollo est si attaché aux membres de sa brigade, peut-être parce qu'il se voit un peu à travers eux, on ne sait pas. Mais à la différence de Sensui, les siennes sont externes et indépendantes de son esprit. La brigade fantôme est autonome. S'il meurt, Chrollo va avoir l'impression que son identité continuait sous le règne d'une nouvelle personne à la tête de la brigade. Et d'une certaine manière, on peut comprendre pourquoi Chrollo n'a pas peur de la mort, parce que dans sa tête, si la brigade fantôme continue de vivre même après sa mort, eh bien, d'une certaine manière, Chrollo sera immortel. Voilà, et vivra à travers la brigade fantôme. Parlons maintenant d'un combat dont j'ai souvent parlé dans mes vidéos précédentes, c'est-à-dire Chrollo versus Hisoka, et surtout pourquoi l'opposition entre Hisoka et Chrollo est si marquante, et en ce qui me concerne, le meilleur combat tout shonen confondu. En tout cas, si je dois vous expliquer les raisons de cet avis très arrêté, le combat entre ces deux mecs-là, entre Chrollo et Hisoka, a été hypé depuis des décennies. Mais vraiment, des vraies décennies. Hein. Des décennies IRL, hein, voilà. Donc, les attentes pour ce combat étaient immenses. Voilà, quoi. J'attends ce combat depuis que je suis au collège. Et j'ai envie de dire, l'attente n'a pas été pour rien. Bon. De plus, je suis assez content que le combat n'ait pas suivi la voie typique des shonen, c'est-à-dire le méchant qui a la capacité de copier ou de voler des capacités se contente de lancer des capacités pendant tout le match, sans rime ni raison. Ou alors qu'on obtienne une espèce de baston bizarre dans laquelle chaque personnage nous sorte de nouvelles transformations ou des techniques secrètes de leur cul à la DB Super ou même bien d'autres shonen un peu boiteux. Voilà. Heureusement, c'est pas du tout ce qu'on a. Ce que nous avons ici, c'est un combat entre deux des personnages les plus rusés de la série, avec Chrollo qui nous sort une stratégie, mais qui possède des couches et des couches et des couches de tactiques différentes, combinant les mouvements acquis via son naine d'une manière absolument ingénieuse, et brainant Hisoka avec ses mind games d'enfoiré. C'est un combat extrêmement bien pensé qui, j'en suis sûr, serait très amusant à regarder en animé. Hisoka, quant à lui, est une bête absolue pour un mec qui utilise un chewing-gum comme grappin, et Chrollo ne le sous-estime pas du tout, loin de là. Ce combat, en fait, est une véritable explosion de tous les côtés. De voir ce que ces combattants de haut niveau sont capables de faire, bah déjà, ça rend immédiatement ce combat très engageant. J'espère que nous aurons l'occasion de voir d'autres combats de ce genre à l'avenir dans Hunter x Hunter, et même si nous mettons de côté la partie technique du combat en lui-même, et que nous nous concentrons uniquement sur l'intrigue, eh bien, l'écriture reste excellente. Depuis ce combat, Hisoka est devenu l'homme à abattre pour Chrollo. En effet, après leur duel, Hisoka a tué Shanna et Kurotopi en représailles de sa défaite aux mains de Chrollo. Il faut savoir que voilà, Hisoka, on peut dire tout de même que c'est un sacré mauvais joueur. Voilà. Chrollo sera alors activement obsédé par la recherche et la mort d'Hisoka, et ça n'augure que du bon pour la suite, donc peut-être une revanche voilà, entre Chrollo et Hisoka. Ça n'annonce que du bon, comme je viens de le dire. Et vraiment, il y a plein de détails qui font que ce combat m'a marqué, ne serait-ce que le fait que Chrollo ait pris un level up, alors qu'il fait partie des grands méchants du manga. Le mec est juste allé s'entraîner, et il est revenu encore plus puissant qu'avant, quelque chose qui, en général, dans les shonen, n'est possible que pour les protagonistes. Et encore une fois, voilà, Togashi s'amuse avec les tropes, s'amuse avec les clichés, et se permet de les retourner. Ça fait plaisir. Et évidemment, bon, voilà, tout est stylé dans ce combat. Enfin, avec le fait que Chrollo utilise comme un principal les mecs dans le public, enfin je veux dire c'est n'importe quoi de A à Z. D'ailleurs ça me rappelle un peu le combat entre Yusuke et Toguro, où effectivement Toguro tue une partie du public, même si bon c'est pas tout à fait la même chose, parce que dans Yu Yu Hakusho Toguro en fait est tellement puissant que y a plein de mecs du public qui commencent à crever parce qu'ils peuvent pas supporter son aura complètement abusée. Voilà, c'est pas exactement la même chose, alors que là clairement dans Hunter x Hunter, la Chrollo utilise le public comme une arme contre Hisoka, et je crois qu'il y a une centaine de morts à la fin, enfin je veux dire c'est du n'importe quoi de A à Z. Et voilà quoi, c'est tellement créatif, je trouve ça juste énorme, quoi. Bref. Bon, pour conclure, Chrollo est un personnage plein de contradictions. C'est un voleur, mais en même temps un ami fidèle. C'est un tueur, mais en même temps un philosophe. C'est un homme obscur, manipulateur, mais en même temps très intelligent. Et en conclusion, c'est un excellent antagoniste dans la plus pure veine de ce que Togashi nous propose depuis Yu Yu Hakusho, depuis je sais pas, 30-40 ans, j'en sais rien. Bref. Il nous propose toujours que le meilleur en ce qui concerne les méchants, et ça fait plaisir, voilà. Bon, on en arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça me fait toujours plaisir de parler de Hunter x Hunter, et même en termes généraux, de parler des œuvres de Yusuhiro Togashi, que je trouve vraiment... Enfin, c'est un génie ce type, on va pas se mytho, voilà, parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont extrêmement lourds. Je veux dire, même tu prends par exemple un Gon, dans l'arc Chimera Ants, à la fin c'est quasiment un méchant, quoi. J'ai envie de dire tant mieux, voilà. Et c'est rare quand même de voir ce type de développement, ce type de thèmes qui sont abordés, des personnages aussi complexes, et il y a trop de moments comme ça qui sont juste marquants, comme par exemple lorsque Nobunaga pleure
à la mort de son pote Ubogin, enfin voilà, c'est un truc de fou, et même Gon, il comprend pas, il devient dingue. Quand il fait un bras de fer avec Nobunaga, il comprend pas, il dit attends, mais c'est ton pote, tu pleures pour ton pote, mais derrière tu peux décapiter tout ce qui bouge en mode bah les couilles. Voilà, c'est ce genre de thèmes qui sont rares dans les shonen, bon évidemment dans les seinen, ça c'est beaucoup moins rare, effectivement. Mais voilà, dans les shonen, je dis pas que c'est jamais traité. Si je réfléchissais, je pourrais vous trouver quelques shonen qui, effectivement, surtout avec des personnages qui sont pas tout gentils, pas tout méchants, voilà, non manichéens, donc effectivement, mais c'est quand même rare. Et c'est pour ça que j'ai un grand respect pour Hunter x Hunter. Et très honnêtement, j'étais très content de voir que, après l'espèce de remake des épisodes en 2011, voilà, l'espèce de ressucé de l'anime Hunter x Hunter en 2011, le manga a complètement explosé en termes de succès, j'ai envie de dire, il le mérite, et ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir, et j'aimerais bien qu'il refasse la même chose avec Yu Yu Hakusho. Voilà, je pense vraiment que Togashi a fait des choses très positives pour le genre du shonen en termes général, surtout au niveau de l'écriture, voilà. Mais même tu prends Naruto, que ce soit le délire des Sharingan, bon clairement là c'est le clan Kuruta, hein, voilà, les yeux rouges du clan Kuruta, que ce soit l'Akatsuki, clairement, voilà. Si ça ne vous fait pas penser à la brigade fantôme, je sais pas ce qui vous manque. Ou même encore, on peut aller plus loin. Le concept de base de Naruto, c'est-à-dire un démon renard dans un enfant. Là, c'est pas Hunter x Hunter, mais faut remonter à Yu Yu Hakusho, avec effectivement le personnage de Kurama, qui lui aussi a un démon renard en lui. Bref, voilà. Mais juste pour vous dire que les œuvres de Togashi ont vraiment influencé, mais de dingue, l'univers des shonen, et bien souvent c'était pour le meilleur. Donc voilà, je voulais juste terminer cette vidéo en tirant mon chapeau à Togashi. Voilà, parce qu'il tente des trucs qui sont pas forcément faciles, surtout quand ton public c'est techniquement, donc shonen, ça veut dire des jeunes garçons, tu vois. Voilà, je trouve ça quand même assez courageux de la part de Togashi, et je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà. Donc encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous, et à la prochaine.